audience, là, peut-être qu'on pourrait y aller. Je vais commencer l'enregistrement. Ah oui, voilà, il y a quelqu'un qui a commencé l'enregistrement. Ok. C'est qui a commencé l'enregistrement? J'espère qu'on aura tous accès au truc après. Ouais. Moi qui vais commencer, bonjour. J'ai rien fait du tout. Ou alors, je me suis pas rendu compte. Disponible dans la conversation Teams, donc celle qu'on est en train de lire en ce moment. Ok. C'est le Conseil universel de Marie qui m'a poussé à l'enregistrement. Ok, super, merci. Eh ben, il y a Neil qui est là aussi. Salut Neil, chouette de te retrouver. Bonjour à tous. Ouais. Hello. Allez, eh ben, bienvenue tout le monde. C'est vraiment marrant d'avoir, enfin, que ces séminaires qui sont d'habitude des petites choses assez intimes dans notre salle confinée, là où il n'y a pas de fenêtre, deviennent un lieu de rencontre international. Vraiment super. Donc, très chouette de voir tout ce monde-là qui est présent pour écouter Marie. Et donc, Marie, je vais te laisser la parole. Et donc, typiquement, je ne sais pas combien de temps tu as prévu. Je dirais entre 30 et 50 minutes. Voilà. Donc, on aura du temps de discussion. Et je vous préviens déjà, on arrête toujours à 14 heures pile, donc on ne dépasse pas 14 heures. Voilà. D'accord. Et j'enregistre. Et donc, s'il y a quelqu'un qui veut avoir, je l'enverrai en tout cas à Christophe Blaison à Paris 5, mais si quelqu'un d'autre le veut et que Marie est d'accord, je peux aussi l'envoyer à qui veut si vous voulez partager avec votre labo. Voilà, vas-y Marie, moi je me tais. Est-ce que vous voyez tous bien mon écran? Ouais, enfin je crois qu'on en voit bien. Oui. Ok, super. Donc, comme je le disais, le but, c'est vraiment de faire une introduction sur les tests d'équivalence et vous montrer l'intérêt de ce type d'outils. Parce que c'est malheureusement des outils qui sont très simples d'usage, mais que tout le monde ne connaît pas forcément et qui n'ont pas toujours malheureusement donc la connaissance qu'ils mériteraient d'avoir. Et donc en préambule, je voudrais juste vous poser une petite question. Donc imaginez une situation classique qu'on a tous connue, que vous fassiez par exemple un test T, et vous vous rappelez de vos cours qu'on est toujours censé vérifier des conditions d'application avant de faire un test paramétrique, et donc vous voulez vérifier la normalité. Ce que vous faites à travers un test de Kolmogorov-Smirnov, et vous obtenez ce résultat que je vous affiche ici. Qu'est-ce que vous allez tirer comme conclusion de ce résultat et qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Essayez de répondre honnêtement. Allez, on va se dire qu'on peut continuer à utiliser des tests paramétriques parce que c'est sûrement normal vu qu'on n'a pas réussi à rejeter l'hypothèse nulle. C'est ce que tu crois, mais en tout cas, c'est ce que pensent beaucoup de gens. Et la réponse, en tout cas, c'est généralement la conclusion qu'on tire. Donc, même si on a conscience qu'il y a un problème dans ce raisonnement, on va souvent tirer ce type de conclusion. Et donc, en fait, ça, c'est un exemple typique de cas où ce qu'on espère, c'est ne pas rejeter l'hypothèse nulle. On va définir une hypothèse nulle qui correspond en fait à ce qu'on a envie de démontrer. Et donc, vérifier des conditions d'application des tests paramétriques, c'est un exemple très typique de cas où on va faire ce genre de choses. Mais il y a aussi d'autres situations que j'ai d'ailleurs souvent entendues auprès de chercheurs de manière informelle. On peut imaginer une situation où on envisage plein de covariables possibles dans un modèle, par exemple une dizaine de covariables, et comme on n'a pas envie de forcément toutes les mettre dans le modèle, ce que font certains chercheurs, c'est de réaliser d'abord une régression linéaire et de décider d'inclure comme covariables dans le modèle que les variables qui s'avèrent être significativement reliées à la VD d'après la régression linéaire. Donc autrement dit, toutes les variables qui ne sont pas significativement corrélées avec la VD, on va avoir tendance à les écarter. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai entendu auprès de chercheurs et apparemment, je ne suis pas la seule puisque Gurdon et Krivy ont aussi souligné ce genre d'attitude qu'on retrouve chez pas mal de chercheurs dans un de leurs articles. Pour donner encore un dernier exemple, on peut imaginer qu'on fait une ANOVA avec des contrastes linéaires. Dans ce type d'approche, on espère que le premier contraste qui traduit l'hypothèse du chercheur sera significatif et que tous les autres soient non significatifs, puisque l'idée, c'est qu'on veut que le seul endroit où il y a un effet, c'est là où on l'a identifié à travers notre premier contraste. Et donc, de nouveau, dans toutes ces situations, on va espérer ne pas rejeter l'hypothèse nulle en vue de pouvoir avancer dans nos analyses. Il y a certainement plein d'autres exemples auxquels je n'ai pas pensé, mais là, je pense avoir cité des exemples qui sont très fréquents. Et donc, l'idée, comme je viens de le dire, c'est que traditionnellement, on va espérer ne pas rejeter l'hypothèse nulle. Et c'est ce qu'on fait à travers la plupart des tests. En général, on envisage comme hypothèse nulle
l'absence d'effet ou l'absence de différence. D'ailleurs, si vous regardez dans beaucoup de logiciels comme SPSS ou Jamovi ou même souvent R, eh bien, c'est l'hypothèse nulle qui est envisagée par défaut. Ce qui veut dire que si je suis amené à rejeter l'hypothèse nulle, ça veut dire que j'ai mis en évidence un effet qui n'est pas strictement égal à 0. Alors, souvent, on définit des hypothèses bilatérales. Le petit schéma que j'ai représenté ici correspond à cette situation, où l'hypothèse nulle, c'est une seule valeur, et cette valeur, c'est 0, l'absence de différence, ou l'absence d'effet, dans d'autres contextes. Et on peut évidemment envisager des hypothèses unilatérales, où ici, cette fois, l'hypothèse nulle n'est plus une seule valeur, mais une gamme de valeurs. Mais malgré tout, dans ce cas-là, l'hypothèse, la borne de nos hypothèses nulles reste malgré tout la valeur 0, l'absence de différence. Alors, ce type d'hypothèse, c'est pas forcément optimal, déjà parce que c'est peu risqué. Il y a très peu de chances en situation réelle que l'effet observé vaille exactement 0. Puisque si on est dans une approche confirmatoire, et bien, si on a envie de tester un effet, c'est vraisemblablement qu'on a des raisons théoriques de penser qu'il est pertinent, et donc il y a très peu de chances qu'il vaille exactement 0. Si on est dans une approche exploratoire, je pense que ça a déjà peut-être un petit peu plus de sens de faire ça. Mais malgré tout, ça reste très peu informatif. Ce n'est pas parce qu'il y a un effet qui ne vaut pas exactement 0 qu'il a vraiment un intérêt et qu'il est pertinent. Je pourrais donner un exemple. On pourrait imaginer par exemple un certain traitement qui aiderait les personnes qui souffrent d'obésité morbide à perdre du poids. Et on peut constater peut-être éventuellement une diminution significative du poids chez ces personnes suite au traitement. Mais si cette diminution n'est pas suffisante pour améliorer le confort de vie des personnes ou pour avoir réellement une implication, par exemple clinique pour ces personnes, eh bien, cette diminution n'a aucun intérêt. Et donc voilà un des grands problèmes de ce type d'approche classique, c'est que c'est pas parce qu'on met un effet en évidence que cet effet il a réellement un intérêt et que donc il valait réellement la peine d'être mis en évidence. Alors je sais que j'ai tendance à parler assez vite et je vais donner beaucoup d'informations, donc n'hésitez surtout pas à interagir avec moi, à me couper et à me dire quelque chose si c'est pas clair. Voilà, je ne sais pas très bien, je pense qu'il y a pas mal de backgrounds assez différents en termes de connaissances statistiques, donc je préfère essayer de donner un maximum d'informations. Si quelque chose n'est pas évident ou si au contraire quelque chose est trop évident pour vous, ben, arrêtez-moi et dites-le moi. Ok. Donc, il y a un petit upgrade possible de ces tests classiques, c'est ce qu'on appelle les tests d'effets minimaux, où cette fois, plutôt que d'envisager uniquement l'absence de différence comme effet, on va envisager une gamme de valeurs autour de l'absence d'effet, qu'on considérera comme des effets qui sont trop petits pour être jugés pertinents, pour avoir un réel intérêt. Donc l'avantage de cette approche par rapport au test traditionnel, c'est que cette fois, si je rejette l'hypothèse nulle, je ne vais pas seulement pouvoir dire qu'il y a un effet significatif, je vais pouvoir aller un peu plus loin et dire qu'il y a un effet qui est pertinent, qui a réellement un intérêt. Bien sûr, en fonction des critères qu'on aura définis, qu'on aura utilisés pour définir les bornes. Ce qui, contrairement à ce que j'ai l'air de vouloir vous dire, est une question très compliquée, parce que ce n'est pas forcément évident de savoir comment définir les bornes. D'ailleurs, on pourra en discuter après, si vous voulez, parce qu'il y a plusieurs stratégies qui permettent de les définir. Mais malgré tout, si on a fait au préalable ce gros travail de définir des bornes de valeurs qui ne présentent pas d'intérêt, eh bien, rejeter l'hypothèse nulle donnera des résultats qui seront beaucoup plus pertinents, beaucoup plus intéressants que le simple rejet de l'hypothèse d'absence d'effet. Bien sûr, comme toujours, on peut définir les mêmes hypothèses en unilatéral, le principe reste le même. Malgré tout, même si c'est déjà un upgrade, ça ne résout pas encore le problème que j'ai abordé au tout début, c'est-à-dire le fait que parfois, ce qu'on espère, c'est que l'hypothèse nulle correspond, ce qu'on a défini comme l'hypothèse nulle correspond à ce qui nous intéresse vraiment. Et pour pouvoir démontrer l'absence d'un effet pertinent, pour pouvoir démontrer qu'on est réellement dans cette zone que j'ai définie ici comme l'hypothèse nulle, on pourra utiliser d'autres tests qu'on appelle les tests d'équivalence, dont je vais parler tout de suite. Et la raison, que tout le monde connaît probablement, c'est qu'en fait, quand on fait un test d'hypothèse, on calcule une statistique, et sur base de cette statistique, on va calculer une p-valeur. Si la p-valeur que j'obtiens, elle est inférieure au risque alpha que j'aurais défini, alors je vais pouvoir rejeter l'hypothèse nulle, ce qui voudra dire que mes données ne sont pas crédibles sous l'hypothèse nulle et que donc j'ai un soutien en faveur de l'hypothèse alternative. Par contre, si j'ai une p-valeur qui est supérieure au risque alpha, eh bien, ça veut dire que je ne peux pas rejeter l'hypothèse nulle, mais ça ne veut en aucun cas dire que je peux accepter l'hypothèse nulle. Je sais que c'est quelque chose qu'on vous dit très souvent, et peut-être que c'est très clair pour vous, mais j'ai réellement envie de vous démontrer un exemple, une petite simulation que j'ai faite qui devrait vous conforter si vous n'êtes pas encore convaincu dans tous les problèmes que ça entraîne, cette stratégie d'essayer de ne pas rejeter l'hypothèse nulle et d'interpréter ça comme une acceptation de l'hypothèse nulle.
Donc, pour que vous compreniez réellement ce que j'ai fait à travers cette simulation, je vais d'abord faire une petite parenthèse et vous expliquer l'idée qu'il y a derrière ce type de simulation. Donc, c'est des simulations Monte Carlo, hein, c'est ce que je fais dans la plupart de mes expériences. Et pour que vous compreniez bien ça, il faut qu'il soit très clair pour vous quelle est la différence entre paramètres de population et paramètres d'échantillon d'une part, et aussi ce qu'est la distribution d'échantillonnage. Donc, je vais partir d'un exemple vraiment très bateau et très simple. Imaginons que je m'intéresse à une population complète, par exemple la population de tous les Belges, et que j'ai envie d'étudier la corrélation entre le poids et la taille dans cette population. Imaginons que je sais, pour des raisons théoriques, parce que j'ai eu l'occasion de tester toute la population, que la vraie corrélation, elle vaut 0,7. Le problème, c'est qu'en situation réelle, on ne connaît jamais la vraie valeur dans la population. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a besoin de faire des tests. Si on connaissait la valeur dans la population, on n'aurait pas de souci. Et comme c'est souvent impossible pour des raisons de coût, pour plein de raisons diverses, de collecter des informations sur toute la population, ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire un échantillon au sein de cette population. Par exemple, ici, je vous présente un échantillon de taille 10. Je vais calculer le poids et la taille de tout le monde dans mon échantillon et je vais obtenir une estimation de la corrélation dans la population. Donc R, ça représente une estimation de la corrélation dans la population. Alors moi, j'ai obtenu cette estimation sur base de mon échantillon de taille 10, mais si j'avais réalisé un autre échantillon de taille 10, j'aurais sans doute obtenu une autre estimation de la corrélation dans la population. Nécessairement, cette valeur, elle dépend de l'échantillon que j'ai collecté. Et si je fais 5000 fois d'affilée l'expérience de récolter 10 personnes dans ma population et d'estimer la corrélation sur base de mon échantillon, ben je vais avoir 5000 estimations différentes de la corrélation dans la population. Et puisque j'ai plein d'estimations différentes, je peux en représenter la distribution. C'est exactement ce que j'ai fait ici. Donc ceci, ça représente les valeurs d'estimation de corrélation obtenues sur base de 5000 échantillons récoltés au sein d'une seule et unique population dans laquelle la vraie corrélation valait 0,7. Est-ce que ça c'est bien clair pour tout le monde? Pas de souci jusque-là? C'est parfait. Ça va? Tout est clair? Ok. Vous m'arrêtez, hein, surtout. Je vais vous parler quand même mes étudiants, mais il ne faut surtout pas avoir peur de me dire s'il y a le moindre souci. C'est des notions qu'on vous présente souvent comme étant des choses très évidentes, mais je ne suis pas certaine que ça le soit pour tout le monde. Et d'ailleurs, pour moi, ça ne l'était pas, très honnêtement, avant de réellement me plonger dans tout ça à travers mon doctorat. Donc, je pense que c'est vraiment important de parfois bien revoir les bases et d'être sûr que tout est clair. Et donc, ça, c'est la valeur, le petit rond. Je vais me situer dans cette courbe, puisque la seule chose, ben, je ne sais pas ou pas de la vraie valeur dans la corrélation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va souvent partir sur des notions comme l'intervalle de confiance, etc., notions dans lesquelles je reviendrai plus tard. Donc, ce qui m'intéresse, moi, ici, tout de suite. Je peux te poser une question? Oui, vas-y. Ici, donc, ça veut dire que le mode de la distribution d'échantillonnage ne correspond pas à la valeur réelle dans la population. Exactement. Donc, effectivement, la corrélation de Pearson est une mesure biaisée, comme tu le soulignes. Je ne vais pas trop entrer dans le détail parce que ce n'est pas l'objectif tout de suite, mais j'y reviendrai plus tard parce que je vais comparer le TOST et le SGPV justement dans le contexte des corrélations dans lesquelles la distribution d'échantillonnage est asymétrique. Voilà, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mais effectivement, tu as raison. Mais là où je voulais en venir pour raccrocher avec les simulations que je vais vous montrer, c'est au fait que la p-valeur que je redéfinirai plus tard, on va la calculer sur base de la statistique qu'on a observée. Donc ici, moi, si j'obtiens 0,85, je vais avoir une p-valeur qui aurait une certaine valeur. Et si j'avais trouvé une autre estimation, par exemple de 0,90, eh bien, j'aurais eu une autre p-valeur, puisque cette p-valeur est calculée sur base de la statistique observée. Et donc, si j'ai 5000 estimations de R différentes, je vais aussi avoir 5000 p-valeurs différentes. Donc, rien ne m'empêche de représenter aussi ces p-valeurs, de représenter leur distribution. Et voici la distribution de la p-valeur qui est bornée entre 0 et 1. On a l'impression que ça peut aller un petit peu avant 0, mais c'est juste parce que j'ai utilisé une fonction R pour estimer la densité. Ce n'est pas la densité réelle, donc voilà pourquoi on a l'impression que la courbe continue vers la gauche, mais ce n'est pas le cas. Une p-valeur, elle est toujours bien bornée entre 0 et 1, et d'ailleurs, elle ne peut jamais valoir exactement 0 ni exactement 1. Alors, sur ce graphique, donc, je vous représente la distribution de mes 5000 p-valeurs. Et ici, la barre verticale en pointillé que j'ai indiquée, elle représente le risque alpha qu'on utilise traditionnellement, à savoir 0,05. Et donc, toute l'aire ici en verte représente toutes les situations où ma p-valeur est supérieure au risque alpha. Et où donc, d'après l'approche de Neyman-Pearson, que pratiquement tout le monde utilise souvent, je vais être amené à ne pas rejeter l'hypothèse nulle.
J'ai calculé ce que ça représentait par rapport à la fonction totale et ça représente à peu près 1/3 de l'air. Donc ça veut dire que dans ma situation ici, où j'ai échantillonné 5000 fois des échantillons de taille 10 au départ d'une population dans laquelle la vraie valeur de corrélation dans la population valait 0,7, eh bien, presque une fois sur 3, je vais être amené à ne pas rejeter l'hypothèse nulle. Pourtant, 0,7, c'est vraiment une très grande taille d'effet. C'est d'ailleurs une valeur qu'on n'atteint pas forcément toujours dans nos expériences. En général, on est plus aux alentours de 0,3, 0,5. Donc ici, on a vraiment une très grande taille d'effet. Et malgré tout, une fois sur 3, je vais être amené à ne pas rejeter l'hypothèse nulle. Et là, l'exemple que je viens de vous expliquer, c'est exactement ce que j'ai fait ici, mais à travers plein de scénarios différents. Donc pour chaque scénario, j'ai à chaque fois généré 5000 échantillons et calculé la proportion de p-valeur dans laquelle, qui était supérieure à 0,05, donc qui m'amenait à ne pas rejeter l'hypothèse nulle. Et j'ai fait varier la valeur de la corrélation dans la population de 0,1 à 0,9 et les tailles d'échantillons de 0,10 à 200. Et ce que je constate, c'est qu'avec une corrélation de population de 0,1 et des échantillons de taille 10, dans presque 95% des cas, je ne vais pas rejeter l'hypothèse nulle. Et je peux observer qu'avec une corrélation de 0,1, même avec 200 sujets, eh bien, je vais toujours ne pas rejeter l'hypothèse nulle plus de 7 fois sur 10. Donc ça reste énorme. On voit que, effectivement, ici, il y a un vrai problème de puissance. Très souvent, on ne va pas être capable de mettre en évidence un effet, alors que, clairement, cet effet, il existe. Et donc là, je viens déjà de vous souligner le premier problème qui peut être mis en évidence à travers ces simulations. C'est le fait que, clairement, ne pas rejeter l'hypothèse nulle, ça ne veut pas dire accepter l'hypothèse nulle. Ici, dans aucune de mes simulations, l'effet ne vaut 0. Ça n'arrive jamais que la vraie corrélation dans la population soit égale à 0. Et pourtant, je constate qu'il y a énormément de situations dans lesquelles je vais être amené à ne pas rejeter l'hypothèse nulle. Donc ça, c'est le premier problème qui est peut-être le plus évident, puisqu'on entend souvent parler de ce problème de puissance. Mais il y en a un autre, qui est que si mon optique à moi, c'est de ne pas rejeter l'hypothèse nulle, c'est-à-dire de démontrer qu'il n'y a pas d'effet, eh bien, je vais espérer avoir la plus grande capacité possible à démontrer qu'il n'y a pas d'effet. Or ici, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que quand le n augmentait, eh bien, la probabilité de ne pas rejeter l'hypothèse nulle diminuait. Ce qui est un problème si notre objectif est de ne pas rejeter l'hypothèse nulle, puisqu'on peut dire d'une certaine manière que plus n augmente, moins on a de puissance à détecter une absence d'effet. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, parce que c'est vraiment une logique qui est tout à fait inversée par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, mais est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Pas de souci jusque-là? Je vais poser la question souvent, mais c'est parce que je sais que souvent, c'est des notions qui peuvent très vite perdre les gens. Donc vraiment, j'insiste énormément sur le fait qu'il ne faut vraiment pas hésiter à me demander s'il y a des problèmes. Voilà. Et vous redites peut-être la dernière phrase pour qu'elle soit bien claire. Donc, plus elle augmente, moins. Le problème, c'est que souvent, notre espérance, c'est de rejeter l'hypothèse nulle. Et donc, plus on a un grand échantillon, plus on va avoir une capacité à rejeter l'hypothèse nulle. C'est l'histoire de la puissance. Plus on a un grand n, plus on a de puissance. Mais ici, si on fonctionne selon une stratégie classique qui consiste à définir une hypothèse nulle d'absence d'effet, et que notre but est de ne pas rejeter l'hypothèse nulle, si c'est ça qu'on espère, eh bien on a un problème, parce que plus n est grand, moins on a de chance de ne pas rejeter l'hypothèse nulle. Et donc, moins on a de chance d'arriver à la conclusion qu'on espère. Et ça peut avoir des conséquences tout à fait paradoxales, comme le fait de ne pas vouloir avoir trop de sujets dans notre échantillon, en se disant, comme ça, j'ai beaucoup de chances de démontrer qu'il n'y a pas d'effet, et c'est ce que j'espère. Ça va? C'est plus clair comme ça? Super clair. Mais Voilà, ok, impeccable. Et donc, c'est parce que c'est tellement contre-intuitif comme manière de raisonner par rapport à ce qu'on nous apprend depuis Bac 1, qu'effectivement, ça peut être un peu compliqué de se faire à toutes ces notions. Et donc voilà, l'intérêt des tests d'équivalence, c'est de trouver une stratégie qui, non seulement soit puissante, bien que, comme tu l'as déjà souligné d'entrée de jeu, malheureusement, ils ne sont pas très puissants, il faut énormément de sujets pour pouvoir démontrer une absence d'effet, mais ça, c'est un problème que j'aborderai plus tard. Mais ici, l'avantage, c'est qu'on va raisonner à l'inverse du raisonnement habituel, c'est-à-dire que ce qu'on va définir comme hypothèse nulle, ce sera tous les effets qui sont réellement pertinents, qui ont réellement un intérêt, et ce qu'on va essayer de rejeter l'hypothèse d'après laquelle l'effet a un intérêt et est donc pertinent. Et si on arrive à rejeter cette hypothèse d'effet pertinent, on aura un soutien en faveur de l'effet non pertinent. Voilà, donc l'idée des tests d'équivalence, c'est de définir un intervalle de valeurs jugées non pertinentes. Donc on va devoir réfléchir à l'avance à qu'est-ce qu'un effet qui a réellement des implications cliniques ou qui nous intéresse réellement.
Et on va essayer de démontrer si l'effet que nous, on a obtenu à travers notre expérience est bien inclus à l'intérieur de cet intervalle. L'avantage qui a à la fois l'avantage et l'inconvénient, c'est que ça oblige à réfléchir préalablement à l'effet attendu, ce qui est une très bonne pratique de recherche, et même si malheureusement on est loin de toujours le faire. Et pour donner un autre exemple qui n'a pas tout à fait à voir, mais qui démontre à quel point c'est important d'y réfléchir à l'avance, on nous dit très souvent, on nous balance qu'il faut faire des analyses de puissance a priori dans nos expériences. Ça a l'air d'être un fait accepté par tout le monde, et pourtant c'est beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air de prime abord, puisque si on veut faire des analyses de puissance a priori, on doit avoir bien réfléchi à l'avance à quel est l'effet qui nous intéresse. Et souvent on constate que c'est pas fait, en tout cas dans la pratique. Et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, un autre avantage, c'est que ça permet d'aller au-delà de tester l'absence d'effet. Donc cette fois, si je rejette l'hypothèse nulle, je ne vais pas seulement pouvoir dire qu'il y a un effet ou qu'il n'y a pas d'effet, je vais pouvoir réellement me poser des questions sur la pertinence de l'effet observé, ou de la non-pertinence de l'effet observé dans le contexte des tests d'équivalence. Alors, je ne vais pas parler de tous les tests d'équivalence, parce qu'il y en a plusieurs, et je ne les connais d'ailleurs pas spécialement tous. Je vais me centrer sur le TOST, Two One-Side Test, parce que c'est le test qui est le plus simple, qui est un tout petit shift par rapport aux tests classiques qu'on utilise tout le temps, à savoir les tests T, les corrélations, les ANOVA, etc. Donc, si vous savez faire tous ces tests-là, vous savez faire des tests d'équivalence, parce que c'est vraiment pratiquement la même chose, à part qu'on intervertit les hypothèses. Et ensuite, je vais parler du SGPV, donc Second Generation P-Value, qui a été proposé par Bloom en 2018. Et je vais comparer les deux stratégies. Donc d'abord, je vais vous présenter les deux stratégies, ensuite je vais les comparer, vous expliquer pourquoi on a tendance à privilégier le TOST et pourquoi dans notre article, on a défendu l'intérêt du TOST par rapport au SGPV. Donc je vais déjà préciser tout de suite pour Olivier et certainement d'autres personnes que je ne vais pas parler des tests bayésiens ici, parce que voilà, c'est certainement très intéressant, mais ça ne fait pas trop partie de mon domaine d'expertise, donc je ne vais pas me risquer à parler de ça. Mais effectivement, il y a un parallèle qui est tout à fait évident et possible avec les statistiques bayésiennes. Alors, pour le TOST, je vous ai déjà parlé tout à l'heure des tests d'effets minimaux, et je vous avais dit que l'idée, c'était de définir un intervalle de valeurs autour de l'absence d'effet qui représentera tous les effets qui ne m'intéressent pas, basiquement, et que si je suis amenée à rejeter l'hypothèse nulle, j'aurais démontré la présence d'un effet pertinent. Eh bien, le TOST, c'est exactement l'inverse. Donc, c'est juste intervertir H0 et H1. Ce qui devient l'hypothèse nulle, c'est tous les effets qui sont suffisamment grands pour être jugés pertinents. Et donc, le principe, ce sera de faire deux tests. Donc, si je vous donne, par exemple, l'illustration pour un test T où on veut comparer la moyenne de deux échantillons indépendants, donc s'il n'y a pas du tout de différence entre mes deux groupes, la différence vaudra 0. Je vais définir un intervalle de valeurs qui représentera toutes les différences de moyenne qui me semblent trop petites pour avoir un certain intérêt. Ce sera les bornes de l'intervalle de la zone d'équivalence, donc ici. Et je vais faire comme premier test un test T qui aura pour but de démontrer que l'effet que j'ai obtenu, il est significativement plus grand que la borne inférieure, que j'appelle ici delta L, de ma zone d'équivalence. Et ensuite, je ferai un deuxième test qui consiste à démontrer que l'effet obtenu est significativement plus petit que la borne supérieure de ma zone d'équivalence. Et si j'arrive à rejeter l'hypothèse nulle pour ces deux tests, eh bien, j'aurais bien démontré que l'effet que j'ai obtenu est significativement compris à l'intérieur de la zone d'équivalence. Vous voyez que le principe est simple, hein, il n'y a rien de compliqué là-dedans, c'est juste qu'il faut s'habituer à l'idée que l'hypothèse nulle, ce n'est pas forcément l'hypothèse d'absence d'effet. Alors, au niveau des normes épiées, eh bien, forcément, je vais avoir deux tests, donc je vais avoir deux p-valeurs. Et si la plus grande de mes deux p-valeurs est inférieure au risque alpha, ça voudra forcément dire que l'autre l'est aussi, et donc que je pourrais rejeter l'hypothèse nulle et donc conclure à l'équivalence. C'est pour cette raison qu'au niveau des normes épiées, on va se contenter de retransmettre la statistique du test associée à la plus grande des deux p-valeurs. Donc, autrement dit, la plus petite des deux statistiques des tests, puisque comme je le réexpliquerai quand je définirai la p-valeur plus tard, c'est la plus petite statistique qui sera associée à la plus grande p-valeur, et donc c'est celle-là qu'on retournera au niveau des normes épiées. Et je pourrais vous montrer tout à l'heure ce que ça donne concrètement dans Jamovi ou même dans R, puisque les tests sont des tests qui sont très faciles à réaliser avec ces deux logiciels. Ici, je vous montre la représentation que je vais beaucoup vous montrer dans les présentations à venir, puisque je vais faire plusieurs illustrations du problème qui m'intéresse. Et donc ici, je vous montre trois cas de figure que je vais développer un petit peu plus tard pour un test T pour échantillon indépendant. Donc ce que je représente ici sur l'axe des X, c'est la différence de moyenne entre mes deux groupes. Ici, il y a trois situations différentes.
Les barres verticales représentent les bornes de la zone d'équivalence. Donc toute cette zone ici grisée, c'est la zone qui représente toutes les différences de moyenne qui sont trop petites pour avoir un intérêt. Et le carré noir, il représente la différence de moyenne que j'ai observée dans mon échantillon entre mes deux groupes. Et la barre horizontale ici représente l'intervalle de confiance à 95% autour de cette différence de moyenne observée. Donc ça, c'est ce que je vais représenter dans toutes les situations. Vous voyez que dans le cas A, eh bien, non seulement la moyenne observée, mais tout l'intervalle de confiance autour de cette différence de moyenne observée est situé à l'intérieur de la zone d'équivalence. Là, c'est typiquement un cas qui va m'amener à conclure à l'équivalence. Je ne vais pas insister sur les autres puisque je vais y revenir un peu plus tard. Je vais juste conclure cette introduction au TOST en vous disant qu'on peut voir un intérêt à associer ces tests aux tests traditionnels qu'on utilise la plupart du temps, c'est-à-dire le test qui consiste à définir comme hypothèse nulle l'absence d'effet. Et si je combine les deux, le TOST avec ce test traditionnel, eh bien, je pourrais avoir 4 conclusions à la fin en fonction de la situation. Donc le premier cas ici, le cas, il représente la situation dans laquelle j'ai une différence qui correspond à l'équivalence. Je vais pouvoir conclure qu'il n'y a pas d'effet pertinent et qui en même temps n'est pas significativement différent de 0, puisque je vois bien que l'intervalle de confiance chevauche la valeur de 0. Le deuxième cas B ici, c'est un cas où je suis amené à rejeter l'hypothèse d'après laquelle l'effet vaut strictement 0, mais où je n'ai pas pu démontrer, malgré tout, je n'ai pas pu démontrer qu'il y avait équivalence, puisque l'intervalle de confiance, on voit qu'il est partiellement à l'intérieur de la zone d'équivalence et partiellement à l'extérieur. Alors le cas C, c'est le cas qui correspond à une situation qui est problématique quand on fait des tests traditionnels. C'est celui où je rejette l'hypothèse nulle, donc je démontre qu'il y a un effet qui existe, mais je constate que malgré tout l'intervalle de confiance reste à l'intérieur de la zone d'équivalence. Donc là, c'est le cas classique où, oui, il y a un effet, mais cet effet est trop petit pour être jugé pertinent. Et malheureusement, c'est des effets qu'on retrouve souvent dans la littérature, puisqu'on a tendance à croire qu'il suffit de rejeter l'hypothèse nulle d'absence d'effet pour avoir quelque chose de pertinent. Mais en fait, non, pas du tout. On parle beaucoup aussi des tailles d'effet. Quand on fait des tests traditionnels, on recommande de plus en plus d'y associer une mesure de taille d'effet, justement pour éviter d'être amené à croire qu'il y a un effet qui est pertinent alors qu'il n'y en a pas. Et la situation D, c'est ce qu'on appelle l'indétermination totale. C'est un cas où non seulement je n'ai pas pu rejeter l'hypothèse d'absence d'effet, mais je n'ai pas non plus pu démontrer l'équivalence. Donc je ne sais pas si l'effet est différent de 0 et je ne sais pas non plus s'il est suffisamment grand pour être pertinent. C'est typiquement ce qui va arriver quand on a des trop petits échantillons et que donc on n'a pas la capacité de tirer des conclusions adéquates. Ce qui peut sembler une situation embêtante, mais au moins l'avantage de ces tests d'équivalence, c'est qu'ils ont l'avantage de permettre de statuer dans ce cas-là réellement à une indétermination plutôt qu'à une conclusion qui pourrait être erronée du type il y a pas d'effet ou il y a un effet. Donc est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qui est TOS ou est-ce que vous avez compris l'idée générale? Moi j'ai peut-être une question, Marie. Si je oui, vas-y. Ah, coucou au fait. Bonjour. Mais bon, c'est juste que tu pourrais peut-être mentionner, quand tu parles de taille d'effet, la différence entre un effet statistique et un effet théorique. Parce que, par exemple, quand on dit un effet pourrait ne pas avoir d'intérêt, c'est pas la même chose de dire que statistiquement l'effet est trop petit mathématiquement, que, par exemple, je sais pas, pour une question psychométrique, un tout petit effet pourrait représenter un vrai effet clinique, mais qu'on le mesure mal et que ce soit un petit effet statistique, par exemple. Et donc, il pourrait s'intéresser théoriquement, mais on ne le voit pas dans la manière dont on le mesure. Je sais pas si je suis clair. Si, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Je pense que tu es très clair avec ça, donc peut-être tu peux dire un mot là-dessus. Mais donc, si je comprends bien ce que tu veux dire, tu me parles des cas où il n'y a pas d'effet significatif, mais qui malgré tout est pertinent. C'est ça que tu veux dire? Non, mais par exemple, même si tu vois, si tu regardes ton idée là où la p-valeur est significative et donc on voit un effet, mais un effet ridicule, statistiquement, c'est juste qu'on a beaucoup de sujets, donc on voit un effet qui est ridicule. Ça, c'est toujours au niveau statistique, mathématique. Et donc on se dit, tiens, ben, c'est un effet qui est trop petit pour être intéressant d'un point de vue théorique. Mais sauf que si ça se trouve, s'il est tout petit au niveau mathématique, c'est parce qu'en fait, quand on mesure le concept psychologique, on le mesure mal, et un petit effet mathématique correspond, par exemple, à un gros effet clinique, mais qu'on mesure
À cause de l'erreur de mesure, du coup. Oui, c'est ça. Oui, effectivement, oui, tu as tout à fait raison. Là, c'est une question que j'aborde pas du tout ici, parce que mes simulations sont toujours très épurées. Évidemment, il n'y a pas d'erreur de mesure dans des simulations, c'est l'avantage. Mais tu as tout à fait raison qu'en situation réelle, oui, il y a plein de situations dans lesquelles on va ne pas avoir la capacité à détecter un effet. C'est d'ailleurs une des critiques de la p-valeur, c'est qu'elle mélange un petit peu toutes ces notions justement d'erreur de mesure avec la vraie mesure observée. Donc, tu as tout à fait raison de souligner ce point. Voilà, je pense que ça sort un petit peu du contexte de ce que je veux introduire ici, mais c'était bien de le souligner, effectivement. Et je veux aussi préciser, pour rebondir un peu là-dessus, que quand je parle d'effet pertinent, il y a plein de manières différentes de définir ce qu'est un effet pertinent. Ça peut être statistique comme ça peut être clinique. Ça peut être qu'est-ce qu'un effet qui aura vraiment des implications pour les patients ou pour les personnes que je veux tester, mais ça peut être aussi de manière beaucoup plus statistique, quel effet je suis capable de détecter à travers mon échantillon. Si j'ai un échantillon de taille 20, c'est pas la peine d'essayer de détecter un minuscule effet. Je sais que je n'aurai pas la puissance pour détecter un minuscule effet à travers un échantillon de taille 20. Et donc, je pourrais faire des tests de sensibilité et me dire, compte tenu concrètement des moyens que j'ai et de ce que je suis capable de collecter sur base des moyens dont je dispose, quel effet je suis sûr que je pourrais détecter avec une puissance suffisante, et je pourrais utiliser ce critère-là pour définir mes bornes. Donc les critères peuvent être vraiment très très variables, ils peuvent être autant statistiques, mathématiques que cliniques, ou même on peut trouver d'autres explications. Ok, donc c'est vrai que je simplifie un petit peu le discours ici pour l'instant, parce que je pense qu'il y a déjà beaucoup de notions intégrées, mais c'est vraiment beaucoup plus complexe que ça n'en a l'air de prime abord comme ça. Il y a Kenzo qui a levé la main. Oui, il y a aussi. Je me semble que Yuri avait levé la main avant moi. Ah, il faut me le dire parce que je suis fixée sur mon PowerPoint et je vois pas les mains levées. Yuri, tu. Ouais. Tu veux hello. Moi, je me demandais, je comprenais pas très bien la logique mais je vois qu'il y a Cédric qui a déjà proposé une réponse, de prendre la plus grande des p-valeurs des deux one-sided tests. Et j'ai l'impression que d'habitude, quand on fait plusieurs tests, on corrige du coup le risque alpha plutôt que juste prendre la plus grande p-valeur. Ici, il n'y a pas de correction. Hein. Donc, tu as deux tests et tu espères que les deux tests soient significatifs. Disons que le plus grand des deux vaut 0.04. Forcément, si le plus grand des deux vaut 0.04, ça veut dire que l'autre est plus petit que 0.04. D'accord ? Et 0.04 t'amène déjà à rejeter l'hypothèse nulle. Donc, si la plus grande des deux conclut à un rejet de l'hypothèse nulle, tu peux être sûr que les deux concluent à un rejet de l'hypothèse nulle. Et c'est pour ça qu'on ne retranscrit que la plus grande des deux, en fait. Ok. Parce que moi, j'aurais dit que intuitivement, comme on fait deux tests, il faudrait répartir le risque alpha sur les deux tests. Non, parce que les deux tests sont indépendants. Tu n'as pas besoin de faire de correction, en fait, ici. Ok. De même que si tu rajoutes le test traditionnel ici en plus, c'est des tests indépendants, donc il n'y a pas de correction à faire. C'est pas comme quand tu fais des comparaisons 2 à 2 sur base de plein de groupes. D'accord ? Ok. Ici, il n'y a aucune correction qui est effectuée. Kenzo ? Moi, j'avais une question. Est-ce que, là, par exemple, sur le slide que tu montres, tu disais que la situation D était problématique parce que on ne peut ni conclure... Enfin, c'est-à-dire qu'elle est inconclusive, quoi. Oui, elle est inconclusive, oui. Et je me demandais, est-ce qu'il y a moyen de faire un petit peu comme, tu vois, genre quand on fait des analyses de puissance, on peut aussi faire quelque chose a posteriori, où on a une analyse de sensibilité, en fait, ou est-ce que avec un test d'équivalence, ça peut aussi permettre a posteriori de dire, voilà, on peut décréter on peut conclure avec un certain niveau de certitude que si effet il y a, il est inférieur à telle borne, mais calculer ça a posteriori, en fait, plutôt que de calculer ça a priori, comme c'est le cas ici. Donc faire des analyses de puissance a posteriori ? Non, en fait, mais là, tu vois, par exemple, imaginez que si tu as un papier où tu as la situation, tu fais un test d'équivalence et tu as la situation D, est-ce que, par exemple, tu pourrais tirer comme conclusion, genre déplacer, en fait, la borne inférieure, la borne inférieure jusqu'à ce qu'elle dépasse finalement on va dire, l'intervalle de confiance, et dire que voilà, on peut tirer des conclusions par rapport à cette borne inférieure, mais juste en considérant que voilà, la borne inférieure est en réalité plus faible que ce qu'on pensait a priori, tu vois. Je crois que ma question ne plaît pas à mon chien.
Mais oui, effectivement, oui, on peut toujours faire ce genre de choses, mais alors du coup, tu dois avoir bien conscience que ce que tu fais, c'est passer dans une approche exploratoire. Tu n'es plus dans non, bien sûr, évidemment, mais c'est un peu, oui, encore une fois, je compare ça avec l'analyse des sensibilités, où voilà, tu n'as peut-être pas d'idée a priori de ce que tu fais, de la taille d'effet que tu cherches, mais par contre, sur base de ta taille d'échantillon, tu peux dire, voilà, avec telle taille d'échantillon et telle puissance, je peux identifier un effet de telle taille. Et ben là, un petit peu être dans la même situation où tu dis, genre, voilà, avec l'échantillon et les données qu'on va, on peut exclure un effet de telle taille, par exemple. Mais tu peux, mais si tu es bien honnête dans ton article sur le fait que tu passes dans une approche exploratoire et que... Voilà. Non, mais j'ai pas envie d'être honnête, moi, je veux mentir. Et tu fais partie des chercheurs qui ont des attitudes questionnables. Je reviens tout de suite parce que mon chien va être... Oui, non, bien sûr, évidemment. Ça va. T'as fait peur au chien de Marie, moi. Ouais, mais c'est parce qu'il est allergique au QPR. Oui, c'est ça. QRP, pardon. Je vous préviens déjà que dans 5 minutes, il va cheminer devant la porte pour rentrer, donc je devrais certainement retourner une deuxième fois. Voilà, évidemment, tout ça en toute transparence, bien sûr. La question ne se posait même pas, j'ai envie de dire. Voilà. Si tu pouvais être tous témoins d'une des 2 millions d'attaques de chiens dans le monde en direct. Ceci dit, pour ma part, je l'ai laissé sortir et que donc je ne l'ai pas maltraité. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions par rapport à tout ça ou jusque-là, ça répond plus ou moins à ce que vous vouliez entendre? Il n'y a plus de main levée en tout cas. Ah, ok, impeccable. Je continue. Donc là, je vous ai déjà brièvement introduit le toast que je vous montrerai tout à l'heure dans Jamovi ou dans R. Maintenant, je vais parler du SGPV, donc Second Generation P-Value, qui a priori a l'air très tentant parce qu'il est beaucoup plus simple, mais je vais quand même démontrer qu'il a pas mal de limites, en tout cas, d'après nous. Donc ici, on va inverser le raisonnement par rapport au toast, puisque cette fois, ce qu'on va définir comme l'hypothèse nulle, ce ne sera plus les effets jugés pertinents, ce sera au contraire tous les effets jugés non pertinents. C'est vraiment l'inverse par rapport au toast, et ça ressemble un petit peu plus au test d'effets minimaux, dans lesquels l'intervalle, la gamme d'équivalence correspond à l'hypothèse nulle. Et ici, je vous donne la définition formelle, que je vais ensuite vous expliquer à travers un petit exemple, ce sera plus clair. Donc formellement, le SGPV, c'est la proportion des hypothèses qui sont supportées par nos données de l'échantillon, qui sont également des hypothèses nulles. Donc, je vous explique ça tout de suite avec un exemple. Ici, je vous mets une petite illustration dans laquelle il y a 10 sujets et 2 groupes. On va faire un test T pour échantillon indépendant, pour faire simple. Pour chaque sujet, on connaît un score et disons, pour prendre un exemple tout à fait neutre, que ça représente le temps d'études des étudiants avant l'examen de statistique, par exemple. Et donc, je vais étudier cette différence. Et je vais le faire à travers un test d'équivalence parce que j'ai des bonnes raisons théoriques de penser que s'il y a un écart qui est inférieur à 2 heures entre les deux groupes, ça n'a aucun intérêt, parce que par exemple, on sait que 2 heures d'études, c'est pas ça qui va permettre de réussir ou de rater l'examen. Et donc, je considère que tant qu'il y a une différence entre les deux groupes qui n'excède pas 2 heures, je considère qu'elle n'a pas d'intérêt, qu'elle n'est pas pertinente. Donc ici, dans cet exemple, je définis la zone d'équivalence comme toutes les différences de moyenne comprises entre -2 et +2. Une fois que j'ai fait ça, je vais calculer la différence de moyenne dans mes 2 échantillons. Donc, je constate que cette différence de moyenne, elle vaut -1,4. Et je peux placer cette différence ici sur mon intervalle. Donc, je constate que cette différence de moyenne, elle tombe dans la zone d'équivalence. Mais comme je l'ai déjà sous-entendu tout à l'heure en parlant de la distribution d'échantillonnage, c'est pas parce que j'obtiens une différence de moyenne de -1,4 dans mon échantillon que ça correspond à la vraie différence de moyenne dans la population. Donc, je vais devoir définir un intervalle de confiance autour de cette différence de moyenne observée. Et ça, c'est ce que Bloom appelle la proportion d'hypothèses supportées par les données. C'est toutes les valeurs qui tombent dans l'intervalle de confiance des valeurs qui peuvent donc... c'est toutes les valeurs qui peuvent être soutenues par les données qui semblent crédibles par rapport aux données qu'on a obtenues. Et je constate que toute cette zone en bleu qui représente mon intervalle, eh bien, elle est partiellement incluse dans la zone d'équivalence et partiellement à l'extérieur de la zone d'équivalence. Eh bien, le SGPV, c'est tout simplement quelle est la proportion parmi toutes ces hypothèses supportées par les données qui tombent dans la zone d'équivalence. Donc, je vais regarder la partie qui est commune entre la zone d'équivalence et l'intervalle de confiance, et je vais regarder ce que ça représente par rapport à toute la zone en bleu. OK ?
forcément, plus la zone commune sera grande, plus une grande partie des hypothèses supportées par les données tombera dans la zone d'équivalence, plus ce sera un soutien en faveur de l'équivalence, c'est-à-dire du fait qu'il n'y a pas d'effet qui excède les 2 heures. Donc ça, c'est la définition formelle donnée par Bloom. Ici, dans la formule que vous voyez dans son article, I avec les barres représente l'écart entre la borne supérieure et la borne inférieure de l'intervalle de confiance. Alors, je l'ai déjà dit tantôt, mais je vais quand même le répéter. Ici, j'ai utilisé une stratégie qui consiste à utiliser l'intervalle de confiance. Donc, je me place dans une logique tout à fait fréquentiste, parce que c'est ce qu'on fait la plupart du temps, et c'est celle qui se rapproche le plus du toast. Mais j'aurais très bien utilisé un autre intervalle pour calculer le GPV. On aurait pu utiliser par exemple l'intervalle de crédibilité qui est utilisé dans les statistiques bayésiennes. Donc on n'est pas forcément obligé de se raccrocher à une approche fréquentiste en utilisant le GPV. C'est juste ce que je connais le mieux et ce qui me permet de faire le lien avec le toast. C'est donc pour ça que j'utilise cette approche ici. Ok, ça va toujours? Je ne vous ai pas encore perdu? Alors, il y a 3 valeurs importantes qu'on va souligner avec le SGPV. C'est le cas où l'intervalle de confiance est entièrement inclus à l'intérieur de la zone d'équivalence, c'est le cas A. Et donc là, c'est un cas où je vais conclure au fait qu'il y a équivalence. Si j'applique la formule qu'on a vue précédemment, la zone commune entre I et la zone d'équivalence, eh bien, c'est exactement égal à I, puisque forcément, tout l'intervalle de confiance est inclus dans la zone d'équivalence. Et donc, si je regarde la proportion des hypothèses soutenues par les données qui correspond à toute cette ligne ici en noir, qui est également l'hypothèse nulle, eh bien, je constate que c'est 100%. Je constate que l'ensemble de mon intervalle de confiance est immergé dans la zone d'équivalence. Et donc, à ce moment-là, j'aurai un SGPV qui vaudra exactement 1. Le cas 2, c'est le cas où mon intervalle de confiance il est complètement à l'extérieur de la zone d'équivalence et où donc, en fait, aucune des hypothèses supportées par mes données n'est inclue dans la zone d'équivalence. Et donc là, j'ai une situation où mon SGPV vaudra exactement 0, ce qui voudra dire en fait que je suis en train de soutenir l'hypothèse alternative. Donc, le premier cas, c'est un soutien en faveur de l'hypothèse nulle. Le deuxième cas, c'est un soutien en faveur de l'hypothèse alternative. Et enfin, le troisième et dernier cas que Bloom souligne dans son article, c'est l'indétermination totale, c'est-à-dire le cas où la moitié des hypothèses supportées par mes données est inclue dans l'intervalle de confiance et où l'autre moitié est à l'extérieur de l'intervalle de confiance. Ok? Les 3 valeurs clés soulignées par Bloom, 0, 1 ou indétermination, qui correspond à la valeur de 0.5. Alors, il y a quand même une petite correction. Donc là, jusque-là, je vous ai expliqué la formule simplifiée du SGPV, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a quand même des problèmes avec cette formule si on la laisse telle qu'elle. Et ici, je vais le souligner à travers un nouvel exemple, à travers le cas A ici, où je constate que la différence de moyenne observée, elle vaut exactement 0. Donc très clairement, elle est inclue à l'intérieur de ma zone d'équivalence, elle vaut même exactement 0. Mais par contre, je suis dans une situation où j'ai pas assez de sujets, en tout cas, j'ai pas un sujet suffisant pour avoir un intervalle de confiance relativement étroit par rapport à la zone d'équivalence, si bien qu'en fait, je vois que I est beaucoup, beaucoup plus grand que ma zone d'équivalence. C'est-à-dire c'est presque 3 fois plus grand ici. Donc j'ai vraiment une imprécision qui est énorme. Si j'applique la formule telle que je voulais enseigner jusque-là, la formule telle qu'elle, eh bien, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la zone commune entre I et la zone d'équivalence, qui représente toute cette zone ici, qui va être divisée par toute cette zone-là. Donc, je constate qu'à peu près 1/3 des hypothèses qui sont supportées par mes données tombent dans la zone d'équivalence. Et donc, je vais avoir un SGPV qui vaudra à peu près 1/3. Et comme je vous l'ai dit juste avant, si j'ai une valeur qui se rapproche de 0, ben je vais être dans un cas d'indétermination puisque ça ne vaut pas exactement 0, mais je suis plus proche de 0 que de 1, et donc ça semble être plus un soutien en faveur de l'hypothèse alternative qu'en faveur de l'hypothèse nulle. Ce qui est tout à fait illogique, étant donné que j'ai une différence de moyenne qui vaut exactement 0, donc ça devrait clairement être plus un soutien en faveur de l'hypothèse nulle qu'en faveur de l'hypothèse alternative. Et donc ce qu'il propose comme solution, c'est que si l'intervalle de confiance est tellement grand qu'il est au moins 2 fois plus grand que la zone d'équivalence, plutôt que de diviser la zone commune entre I et l'hypothèse nulle par I comme on le faisait avant, eh bien on va le diviser par 2 fois la longueur de la zone d'équivalence. Alors ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais j'ai ici reproduit la formule en la simplifiant.
Ça revient simplement donc à diviser la zone commune par 2 fois H0. Et si je regarde ce premier cas ici, je vais constater que dans la mesure où la zone commune entre I et l'intervalle de confiance est exactement égale à H0, eh bien, ceci va pouvoir se simplifier avec ceci. Et je vais retrouver une valeur qui vaudra exactement 1/2, ce qui correspond, comme je l'avais dit avant, à une indétermination absolue. Ok? Donc en fait, la correction, c'est un moyen de faire en sorte que si jamais on a un intervalle de confiance qui est beaucoup trop grand pour tirer une conclusion intéressante, eh bien, on ramène la valeur du SGPV à 0,5. Donc c'est pas une sens classique du terme où je fais une correction pour que la valeur corresponde mieux à la réalité, c'est juste ramener la valeur à 0,5 pour permettre de conclure à une indétermination. Ça va toujours? Vous êtes toujours parmi nous? J'entends absolument pas de retour, donc... Oui, tout le monde est là, tout le monde est là. Je sais que je pose souvent la question, mais j'ai tellement l'habitude d'être face à des étudiants qui ne comprennent rien à ce que je raconte que je préfère me rassurer. Voilà. Donc ça, voilà, ça c'est une remarque que j'ai déjà faite précédemment. Alors, il y a une dernière petite nuance qui est encore apportée par Blum et ses collaborateurs, c'est que si j'ai un effet qui existe, donc c'est-à-dire que l'intervalle de confiance est tout à fait à l'extérieur de la zone d'équivalence, je vais avoir une valeur qui vaudra donc nécessairement 0, mais ça ne me permettra pas de faire la distinction entre un intervalle de confiance qui est très proche de la zone d'équivalence et un intervalle de confiance qui est très loin de la zone d'équivalence, puisque l'effet est vraiment très très grand. Donc ça ne donne aucune idée sur la taille de l'effet. Et donc, il propose de compléter la mesure du SGPV par le delta gap, qui est simplement mesurer la distance entre la borne de la zone d'équivalence et la borne I. Donc, ça dépend de quel côté est I par rapport à la zone d'équivalence, mais en tout cas, c'est juste regarder basiquement l'écart entre les deux intervalles de confiance en mesurant la distance entre les deux. Et pour éviter que cette distance ne soit influencée par la taille de l'intervalle de confiance, eh bien, on va diviser cette distance par delta, où delta représente le demi-intervalle de confiance. C'est pour le rendre indépendant de l'unité de mesure. Et donc, voilà qui conclut pour le SGPV. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions par rapport au SGPV? Moi, j'ai une question. En quoi c'est différent du TOS? Parce que ça ressemble quand même... Ça ressemble hyper fort. Oui. En quoi c'est différent du TOST? Eh bien, que le TOST, il repose sur des p-valeurs, qui sont des notions qui sont controversées et qui sont souvent critiquées pour pas mal de limites, alors qu'ici, c'est simplement une mesure purement descriptive qui regarde la proportion de chevauchement entre les deux intervalles, en fait. Ah oui, donc... Voilà. Donc l'idée qu'il y a derrière aussi, c'est d'avoir une mesure qui est beaucoup plus simple et qui peut être interprétée par beaucoup plus de gens, parce qu'on part du postulat, et je pense malheureusement que c'est un fait, que la p-valeur est souvent mal comprise par beaucoup de gens. Si on pose la question à pas mal de chercheurs, il y en a énormément qui répondent, c'est la probabilité que l'hypothèse nulle soit vraie, alors que absolument pas, comme je vais le rappeler dans 2 minutes. Donc c'est vraiment une notion qui est super difficile à comprendre, même quand on se plonge réellement dedans. Ben, je pense que c'est honnêtement pour moi la notion la plus compliquée à comprendre dans les statistiques, en tout cas dans les tests qu'on propose classiquement. Et donc, il voulait se débarrasser de cet outil qui est la p-valeur. Et en plus, lui a pas mal de convictions que la p-valeur est un mauvais outil. Je crois, j'ai cru comprendre à travers mes lectures qu'il est quand même relativement pro-bayésien aussi. Donc voilà. Il voulait proposer une p-valeur, en fait, pour répondre. Dit, le point de notre article, et justement c'est ce que je vais expliquer maintenant, c'est que nous on est convaincus que c'est quasiment la même chose que le TOST, en tout cas ça permet de tirer quasiment les mêmes conclusions, mais en moins bien. Donc nous on n'est vraiment pas en faveur de ce SGPV. Et donc je vais maintenant comparer les deux, c'est vraiment l'objectif, c'est de comparer le TOST et le SGPV. Et pour le faire, je vais encore vous embêter une dernière fois avec un rappel statistique, parce que c'est fondamental pour comprendre les comparaisons qui vont suivre. Et comme je le disais, c'est qu'est-ce que la p-valeur? C'est vraiment bien comprendre cette notion. Donc je vais repartir de ma petite simulation sur la corrélation de tout à l'heure et essayer de réexpliquer en 2-3 minutes rapidement ce que c'est. Je suis désolée si c'est très clair pour vous cette notion, mais voilà, je préfère vraiment m'assurer que ce soit clair pour tout le monde. Et donc, la p-valeur, c'est la probabilité d'observer une valeur qui est plus grande ou égale à celle qui est observée. Donc concrètement, tout à l'heure, je vous avais montré la distribution d'échantillonnage de R quand
on échantillonnait des échantillons au départ d'une population où la corrélation valait 0,7. Donc, je vous avais montré la distribution d'échantillonnage sous l'hypothèse alternative, si vous voulez, puisque c'est vraiment la représentation des valeurs R. Ici, j'ai représenté une autre distribution d'échantillonnage qui correspond à l'hypothèse nulle. Donc, concrètement, si le vrai effet dans la population valait exactement 0, et que je m'amusais à récolter 5000 échantillons dans ma population, à estimer la valeur du R et ensuite à représenter toutes les estimations obtenues, eh bien, j'aurais cette distribution-ci. C'est une distribution dont on connaît très bien les propriétés statistiques, donc on sait qu'elle est centrée autour de 0 et on connaît son écart type, on sait l'estimer. Donc c'est pour ça qu'on va l'utiliser, entre autres, pour calculer tout ce qui est intervalle de confiance, etc. Donc ici, j'ai ma distribution d'échantillonnage sous l'hypothèse nulle. Et l'idée de la p-valeur, eh bien, c'est de regarder où se situe la statistique que moi j'ai obtenue à travers mon échantillon. Tantôt dans mon exemple, j'avais obtenu un R de 0,85. C'est donc cette valeur que j'ai représentée ici, 0,85. Et la petite zone en bleu, elle représente l'air sous la courbe qui représente toutes les valeurs de R qu'on pourrait obtenir sous l'hypothèse nulle qui sont plus grandes ou égales à 0,85. Et je vois que cette zone, elle est vraiment minuscule parce qu'en fait, si réellement il y a un effet qui vaut exactement 0, il y a très peu de chances d'observer une valeur des statistiques qui soit supérieure ou égale à 0,85, en tout cas compte tenu du n que j'ai utilisé ici dans ma simulation, qui était de 10, hein, dans l'exemple que j'avais montré. Et donc, je vais avoir une p-valeur qui sera vraiment très petite. D'accord? Ça va, c'est clair pour tout le monde, ça? Donc, la p-valeur, c'est la probabilité d'avoir une valeur de statistique qui soit égale à celle que j'ai obtenue dans mon échantillon, ou encore plus extrême, c'est-à-dire qui s'éloigne encore plus de l'hypothèse nulle, si je pars du postulat de prime abord que l'hypothèse nulle est vraie, c'est-à-dire que réellement l'effet vaut exactement 0. Ça va? Vous avez bien compris ça, je vais pouvoir réellement maintenant vous expliquer donc, où je veux en venir avec ma comparaison TOST-SGPV. Et je vais le faire avec deux exemples différents parce qu'ils ont des implications différentes. Je vais commencer par les cas où l'intervalle de confiance est symétrique. Donc je vais partir sur un exemple d'un test T pour échantillon unique. Et ensuite, je reproduirai les simulations avec le R de Pearson. Et comme Olivier l'a déjà souligné tout à l'heure, on constate que l'intervalle de confiance avec le R de Pearson est asymétrique. Le seul cas où il sera symétrique, en fait, c'est celui où R est exactement égal à 0. Mais dès que R est différent de 0, on aura un intervalle de confiance asymétrique, ce qui aura des implications sur la comparaison TOST-SGPV. Alors, on a créé une petite Shiny application ici. Je suppose que vous connaissez le principe. Donc, je vais l'ouvrir tout de suite. Parce que je vais vous donner des illustrations, mais à travers cette application, vous aurez la possibilité de faire varier tous les paramètres pour bien voir que ce que je vous donne comme interprétation en faveur du TOST, elle ne s'applique pas seulement à l'exemple que je vous donne, mais qu'elle peut être généralisée à toute une série d'exemples. Vous voyez qu'on l'a fait pour le One Sample T-Test, c'est d'ailleurs pour ça que je donne cet exemple ici. Donc, qu'est-ce que j'entends par intervalle de confiance symétrique? Eh bien, ici, quand je fais un One Sample T-Test, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer la différence de moyenne entre la moyenne de mon échantillon et la moyenne théorique, donc celle attendue sous l'hypothèse nulle, et je vais définir un intervalle de confiance, comme je l'ai expliqué ici dans mon slide, et on peut constater que l'intervalle de confiance, il est centré autour de la différence de moyenne, et que la borne de droite de l'intervalle de confiance s'éloigne du centre exactement de la même quantité que la borne de gauche, puisqu'on voit simplement que ce qui permet de définir la borne supérieure et inférieure, c'est le fait d'utiliser le plus ou le moins. Donc on a bien un intervalle de confiance qui est parfaitement symétrique autour du centre qui représente la différence de moyenne. Donc ça, c'est ce que je vais utiliser si j'utilise le SGPV. Et si j'utilise le TOST, eh bien, je vais calculer une valeur de statistique T, je vous rappelle ici, et calculer la p-valeur sur base de la statistique T observée que j'aurais obtenue. Et donc voilà, ici, c'est vraiment bien pour vous montrer que peu importe ce que vaut mu, eh bien, j'aurai un intervalle de confiance qui sera, une distribution d'échantillonnage de la statistique qui sera la même, à la différence près qu'elle va slicer vers la gauche ou vers la droite sur l'axe des X. Mais en tout cas, elle aura exactement la même forme. Ce qui est nécessaire pour tout ce que je vais expliquer maintenant. Donc, je vais vous donner maintenant une illustration, comme je disais sur le test T, et imaginons qu'on ait un échantillon de taille 30 avec un écart type de 2, et que mon objectif, c'est de montrer que la moyenne de mon échantillon
soit équivalente à la moyenne théorique de 145. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne va pas se contenter d'une valeur unique comme hypothèse nulle. On va définir une gamme de valeurs autour de l'hypothèse nulle. Et disons qu'on définisse qu'une différence de plus ou moins 2 est jugée non pertinente. Cet exemple, on l'a pris uniquement parce que c'est un exemple qui est donné par Bloom dans son article et on voulait reprendre le même exemple pour comparer le TOST et le SGPV. Il n'y a pas une raison théorique autre que ça derrière le choix de ces valeurs. Mais comme je disais, vous pouvez tester avec n'importe quelle autre valeur, ça marchera aussi. Et donc, la représentation qui ressemble à celle que je vous ai donnée tout à l'heure, on a sur l'axe des X la différence de moyenne. Les barres verticales représentent les bornes de notre zone d'équivalence. Le carré en noir ici représente la différence de moyenne observée. Je ne vois pas le bas. Alors, ça c'est embêtant, mais avec la présentation, je ne vois pas le bas de mon slide. J'espère que vous le voyez. Mais donc, voilà, c'est bien observed mean, ici que je représentais, c'est bien ce que je pensais. Et donc ici, c'est bien la différence de moyenne que je représente, d'où le fait qu'elle est centrée autour de 0 et qu'elle va de plus ou moins 2. Ça correspond bien à ce que j'ai défini ici comme hypothèse nulle, mu plus ou moins 2. Et donc, je vais regarder où se situe l'intervalle de confiance par rapport à la zone d'équivalence. Alors, imaginons, donc ici, ce qu'il faut se dire, c'est que ce qu'on a représenté ici, ce n'est pas le résultat de simulation, c'est le calcul de ce qu'on obtiendrait comme p-valeur pour le TOST et ce qu'on obtiendrait comme valeur de SGPV si ma simulation me donne, mon échantillon me donnait une moyenne observée dont la valeur varie entre 140 et 150. Donc, par exemple, le point ici tout à gauche, ce petit point ici en gris représente la valeur du SGPV qu'on obtiendrait si la moyenne de mon échantillon était de 140. Et le point ici en noir représente la p-valeur que j'obtiendrai avec le TOST si la moyenne de mon échantillon était 140. Ça va, c'est clair? J'ai peur de m'être un peu embrouillée, donc j'espère que l'explication est bien claire pour vous jusque-là. Ça va? Vous êtes encore pire que mes étudiants hein, pour les retours. Oui, non. Ça va, vous avez bien compris, n'hésitez pas à me dire si jamais c'est pas clair. clair. Moi, je pense que ça ferait pas tort si tu réexpliques ce graphique, parce qu'il suffit qu'on se soit déconcentré une seconde, ce qui malheureusement était mon cas, et on risque d'être un tout petit peu... méga hasard, oui. Donc, d'habitude, je suis tout le temps hyper concentré, il se trouve que là... Donc... Dis tout de suite que ce que je racontais chiant. Hein jamais je ne dirais pas. Non, je sais bien que tu n'oserais pas. Je le penserais. On a un échantillon de taille 30 qui a un certain écart type. Cet échantillon, on pourra l'utiliser pour calculer une moyenne observée. D'accord? Et donc, en fonction de la valeur de la moyenne que je veux obtenir, mon objectif sera de déterminer si elle me permet de conclure à l'équivalence ou pas. Et donc, la question, ça va être de savoir est-ce que, oui, cette moyenne observée est significativement incluse dans la zone d'équivalence. Cette zone d'équivalence étant représentée par les valeurs entre 143 et 147. Donc, si c'est significativement entre 143 et 147, c'est qu'il y a équivalence. Et donc, puisqu'on va décider s'il y a équivalence ou pas, soit sur base de la p-valeur du TOST, soit sur base du SGPV, eh bien, on a représenté quelle p-valeur on obtiendrait avec le TOST et quelle valeur on obtiendrait pour le SGPV en fonction de la moyenne qu'on aura calculée sur base de notre échantillon. Cette moyenne observée, on l'a fait varier de 140 à 150 pour voir le comportement du TOST et du SGPV sur toute cette gamme de valeurs possibles. Ça va, c'est plus clair pour toi? Oui, donc en ordonnée, en fait, ça représente les deux, la p-valeur et le SGPV. C'est ça que je ne comprenais pas, mais donc voilà. Ok, super. Donc, ce qui est en noir ici, c'est la p-valeur du TOST, et ce qui est en gris ici, c'est la valeur du SGPV. Et il y a Cédric qui va poser une question. Oui. Merci du coup, Marie, pour la présentation. J'ai juste une petite question. Est-ce qu'il y a une valeur admise de prise de décision avec le SGPV? Pour le TOST, ici, on comprend bien qu'à partir du moment où la plus grande valeur est inférieure au seuil alpha de 5%, on va considérer qu'il y a équivalence. Mais pour le SGPV, qu'est-ce qu'il en est? Bon, alors déjà, je dis 5% parce que c'est la valeur qu'on prend tout le temps, mais tu peux évidemment prendre n'importe quel risque alpha. Ce ne sera pas forcément 5%.
Et pour le SGPV, eh bien, en fait, il y a vraiment 3 grandes valeurs clés d'après Bloom. C'est 0, qui est un soutien en faveur de l'hypothèse alternative, 1 qui est un soutien en faveur de l'hypothèse nulle, et 0.5 qui représente la stricte équivalence. Et pour lui, toutes les autres valeurs situées entre 0 et 1, c'est une indétermination, mais qui serait plus ou moins en faveur d'une hypothèse ou d'une autre. Et il me semble que dans son deuxième article, il a réécrit un article en 2020, et là, il disait que si c'est entre 0 et 0.1, on va vraiment parler de réel soutien en faveur de l'hypothèse alternative, et si c'est entre 0.9 et 1, on va parler de soutien en faveur de l'hypothèse nulle. Maintenant, est-ce qu'il y a des cut-offs qui existent? Je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose, honnêtement, mais de manière générale, je suis anti-cut-off, donc voilà. Déjà, le risque alpha 5%, pourquoi est-ce qu'on utilise 5%? C'est une décision purement arbitraire qui a été décidée un jour par quelqu'un et tout le monde a fait la même chose, mais ça n'a pas réellement d'intérêt concret. Et si je peux juste faire une toute petite diversion tant que je parle du sujet, on peut voir que si on a faible puissance pour des petits effets, ben la probabilité d'avoir une p-valeur égale exactement à 0.05 est plus grande sous l'hypothèse nulle que sous l'hypothèse alternative, ce qui démontre bien que c'est un cut-off qui est tout à fait arbitraire et pas forcément pertinent. Et donc, je ne vois pas pourquoi ce serait différent avec le toast. Je sais que c'est rassurant de se dire qu'à partir de 0.7, on va dire que c'est en faveur de ou de, mais voilà, c'est pas une bonne stratégie de manière générale. Il faut vraiment voir ça comme une mesure continue qui représente la proportion de chevauchement entre les deux statistiques et l'utiliser de manière descriptive purement. C'est d'ailleurs exactement ce que dit Bloom. Lui, il ne propose pas d'utiliser cet outil de manière inférentielle. C'est vraiment un outil purement descriptif qui sert à prédigérer les données avant de faire des calculs plus poussés sur l'intervalle de confiance ou des tests inférentiels, etc. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ça répond tout à fait. Je te remercie. Super. Bon, alors, je vais comparer maintenant les deux. Mais ce qu'on peut déjà constater, c'est que le SGPV, il a un certain comportement et le toast a l'air d'avoir un comportement... pardon, je confonds les deux. Ça, c'est le toast, évidemment, et ça, c'est le SGPV. Ils ont l'air d'avoir des comportements opposés, c'est-à-dire que quand le SGPV est très grand, le toast est très petit et inversement. Donc, pour avoir plus facile à comparer les deux, je vais simplement représenter sur mon graphique non plus la valeur du SGPV, mais 1 moins SGPV. Ça me permet de retourner la courbe et on voit beaucoup mieux à quel point les deux statistiques sont vraiment très, très équivalentes et très, très proches. Et d'ailleurs, je vais montrer maintenant qu'il y a 3 points auxquels les deux statistiques sont équivalentes, donc où elles vont vraiment permettre de tirer exactement la même conclusion. Donc, à ce moment-là, ben forcément, on ne peut pas dire qu'un outil est meilleur que l'autre. Par contre, dans toutes les autres situations, on a tendance à croire que le test d'équivalence est plus optimal. Voilà, mon chien est en train de grogner. C'est exactement ce que je disais. On arrive tout de suite. Allez, voilà. Donc, je ne sais plus exactement où j'en étais avec tout ça. Oui, donc je vous avais dit que j'avais inversé la courbe du SGPV pour pouvoir vraiment montrer ce qu'il y avait de commun entre toutes les statistiques. Et ici, je vous mets 3 lignes rouges qui montrent vraiment les points de chevauchement parfaits entre le toast et le SGPV. Et je vais les détailler un petit peu, et c'est là que vous allez voir pourquoi je vous ai embêté avec la définition de la p-valeur, puisque c'est ce qui va nous permettre de comprendre ce qu'il y a de commun entre tous les points. Et je vais commencer ici par la valeur 0.5. On voit que quand la p-valeur du toast vaut 0.5, le SGPV vaut lui aussi exactement 0.5. Donc forcément, 1 moins SGPV vaut 0.5 aussi. Et ça correspond à cette situation ici, la situation A, où la différence de moyenne que moi j'ai observée, elle tombe exactement sur une des bornes de l'intervalle d'équivalence. Donc dans ce cas-là, ma p-valeur du toast vaudra exactement 0.5 et le SGPV vaudra 0.5 aussi. Je pense que c'est plus facile à comprendre pourquoi le SGPV vaudra 0.5, c'est simplement parce que si je regarde l'intervalle de confiance, je vois que la moitié de cet intervalle de confiance tombe dans la zone d'équivalence et l'autre moitié est à l'extérieur de la zone d'équivalence. Pour la p-valeur, je vous ai dit que la p-valeur, c'est la probabilité d'observer une valeur de statistique qui s'éloigne au moins autant de l'hypothèse nulle que la valeur que j'ai observée dans mon échantillon. Et donc, concrètement, la p-valeur, ce sera la probabilité d'avoir une différence de moyenne observée qui tombera quelque part ici, dans toute cette moitié gauche
de valeurs possibles par la distribution d'échantillonnage. Et donc, puisque ça représente exactement la moitié de la courbe, c'est pour ça que le SGPV vaudra 0,5 aussi. Alors, donc ça, c'est le premier cas où il y a chevauchement parfait entre les deux. Quand la p-valeur du TOS vaut 0,5, la valeur du SGPV vaudra 0,5 aussi. Je précise que l'inverse ne sera pas vrai, et ça s'explique par un problème lié à la correction, que j'expliquerai après, donc qui montre que cette correction, elle est tout à fait sous-optimale dans pas mal de situations. Donc le deuxième point où il y a une équivalence parfaite entre le TOST et le SGPV, c'est cette valeur ici, où la p-valeur du TOST vaut 0,025, donc risque alpha divisé par 2. Et ça correspond au cas B ici que je montre, où en fait, une des bornes de l'intervalle de confiance, qui représente donc les valeurs supportées par les données, est exactement sur une des bornes de la zone d'équivalence. Donc dans ce cas-là, je vais avoir une p-valeur qui vaudra 0,025 et une valeur de TOST qui vaudra exactement 1. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué à comprendre pourquoi la p-valeur vaut 0,025, donc je vais quand même me risquer à vous l'expliquer sur base de ce que je vous ai expliqué précédemment pour la p-valeur. On sait que l'hypothèse nulle, donc quand je calcule la p-valeur, je pars de la distribution d'échantillonnage sous l'hypothèse nulle. Donc si je regarde la valeur de la statistique où je compare ma moyenne observée à cette borne ici à droite, voilà la distribution d'échantillonnage, la différence de moyenne que je devrais obtenir sous l'hypothèse nulle. Et donc, puisque la p-valeur, c'est la probabilité d'avoir une différence de moyenne qui s'éloigne au moins autant de l'hypothèse nulle que la statistique que j'ai observée, c'est bien ce petit bout d'air ici, entre le début de ma courbe en orange et ce gros carré noir, qui va représenter la p-valeur. Et on peut assez facilement déterminer, une fois qu'on a compris ça, qu'elle vaut 0,025, puisque si vous regardez ici, la différence entre le carré noir et la borne supérieure de ma zone d'équivalence correspond à un demi-intervalle de confiance. Et donc, puisque je travaille avec un risque alpha à 5%, toute cette zone ici représente bien 47,5%. Donc, puisque mon intervalle de confiance regroupe 95% des valeurs sous la courbe, la moitié de l'intervalle de confiance représente la moitié de 95%, donc 47,5%. Et donc, le petit bout qui dépasse nécessairement vaut 0,025. Et donc, c'est comme ça que je peux déterminer que dans la mesure où cette distance, elle représente aussi la moitié de l'intervalle de confiance de ma courbe orange, donc qui correspond à l'hypothèse nulle, eh bien, c'est que nécessairement, le petit bout qui dépasse ici, il vaut 0,025. Alors là, je sais que c'est vraiment compliqué et assez chaud. Donc, est-ce que c'était clair? Ou est-ce que vous voulez que je répète ça? Je n'ai pas compris, je suis désolé. Tu m'as perdu à quel moment? Oh là là. Tu as compris la distribution d'échantillonnage ici en orange? Oui, je pense. Et... Donc ça représente la distribution d'échantillonnage de la différence de moyenne que j'aurais obtenue si vraiment la différence de moyenne dans la population avait été d'exactement 2, ce qui correspond à la borne supérieure. Oui. Jusque-là, okay, j'ai compris ça. Oui. Ok. La p-valeur, c'est la probabilité d'observer une différence de moyenne au moins aussi extrême que la valeur du carré noir ici. D'accord? Donc, puisque ça correspond à l'hypothèse nulle, toute la partie ici, forcément, la p-valeur, ça va être l'air entre ce petit morceau, enfin, qui en fait va vers moins l'infini, il y a l'air sous la courbe qui s'arrête à ce carré-là. Ça va? Oui. Je vous ai dit avant que l'intervalle de confiance, peu importe ce que valait mu, il était toujours exactement le même à part qu'il s'est placé sur l'axe des x. D'accord? Donc cette courbe-ci en orange, c'est exactement la même que la courbe en noir, à part qu'elle a été déplacée vers la droite. Ça va? Donc si je détermine une aire sous la courbe orange, je peux voir une équivalence avec l'aire sous la courbe en noir. Ça va toujours? Oui, mais de façon lointaine et métaphorique, mais oui. Ok, mais je vais essayer de continuer si jamais ça va toujours pas. Non, vas-y, oui, et je reviendrai vers toi si j'ai d'autres questions. Mais je suis quasiment sûre que tu n'es pas le seul, hein, en fait. C'est pas pour rien que je demande régulièrement. Voilà, je prends l'humiliation pour l'équipe. Il faut pas t'imaginer que moi, je me suis dit, ah bah oui, c'est évident en voyant le truc. Hein. Ça m'a quand même pris une bonne petite semaine de réflexion, hein, tous ces machins-là. C'est pas évident. Donc, je continue. Tu es bien d'accord avec moi que cette ligne en noir, elle représente l'intervalle de confiance. D'accord?
Et que si je travaille avec un risque alpha à 5%, ça veut dire que l'air sous la courbe qui part du début de l'intervalle de confiance jusqu'ici, il vaut 95% de l'air sous la courbe. Oui. D'accord? Donc forcément, la moitié de cet intervalle de confiance, donc si je pars d'ici et que je vais jusque-là, eh bien là, j'ai 47,5% de l'air sous la courbe, la moitié de 95%. Ouais. Ok? Ça va toujours? Oui. Si tout ceci vaut 50% et que tout ceci vaut 47,5%, ce petit morceau ici, il vaut 2,5%. Oui, ok. Ok? Et donc, puisque ce petit morceau-là, décidément, en plus ma flèche m'embête, puisque ce petit morceau-là, il a exactement la même aire que ce petit morceau-là, c'est que forcément, ce petit morceau-là, il vaut aussi 2,5%. Oui, ok. Là, tu commences à comprendre pourquoi les étudiants détestent les profs de statistiques, non? Oui, non, parce que je m'attribue toujours, le manque de clarté à moi-même. Non. C'est mon problème. Mais le truc, c'est que, tu vois, là, ce que tu expliques, je le comprends, mais en plus, ça enregistre. Merde, ce moment de confusion sera gravé dans le marbre. Mais le truc, c'est que, en fait, je comprends tout ce que tu expliques là, mais je crois que c'est des trucs des trucs peut-être qui venaient avant, que j'ai dû louper dans un moment de distraction. Mais enfin bref, continue, parce qu'on n'a plus énormément de temps. Donc continue juste, et je reviendrai vers toi, ou alors j'irai lire les articles que tu mentionnes. Ça marche. N'hésite pas à revenir vers moi de toute façon. Voilà, bon, après, s'il y a d'autres personnes concernées, n'hésitez pas à le dire non plus. Hein. J'ai l'habitude de me répéter, il n'y a pas de souci avec ça. Et donc, voilà où je voulais en venir. C'est simplement au fait que il y a une équivalence parfaite. Donc, je vais essayer de donner l'interprétation concrète qui va peut-être plus vous intéresser que cette démonstration mathématique un peu complexe. C'est le fait que finalement, quand Bloom il dit que si on a une valeur de Tost qui vaut 1, on peut conclure en faveur de l'hypothèse alternative, mais finalement, on peut le faire exactement au même titre que quand on a une p-valeur de 0.975. Comme vous le savez, quand on a une hypothèse supérieure à 0.05, on peut conclure au non-rejet de l'hypothèse nulle, mais comme j'ai beaucoup insisté tout à l'heure, on ne peut certainement pas conclure à l'acceptation de l'hypothèse nulle. Or, lui, c'est ce qu'il a l'air de sous-entendre avec son truc. D'accord? Donc finalement, moi, je ne suis pas tout à fait convaincue par le fait qu'une p-valeur supérieure à 0.975 serait un soutien en faveur de l'hypothèse alternative. Donc voilà pour l'explication concrète. Donc tout ça, pour vous amener à comprendre que finalement, lui, il présente son outil comme un truc révolutionnaire qui permet à la fois d'avoir un soutien en faveur de l'hypothèse alternative et à la fois en faveur de l'hypothèse nulle, mais finalement, ça fait quelque chose d'exactement similaire à ce que fait la p-valeur. Le seul avantage jusque-là que je vois, ce serait le fait que c'est peut-être plus simple à comprendre. Je pense que c'est intuitivement beaucoup plus simple de comprendre le chevauchement entre deux intervalles de confiance que la notion de p-valeur. Et là, Kenzo qui vient très très bien démontrer que la p-valeur, c'est quelque chose de compliqué à comprendre. Et c'est là que ça coince malheureusement souvent avec les chercheurs. Et je ne suis pas sûre qu'il y ait une vraie solution à ce problème, parce que je pense que des personnes qui essaient d'expliquer ce qu'est la p-valeur, il y en a depuis des décennies. Et ça ne va pas forcément mieux. C'est pas la notion de p-valeur en elle-même. Enfin, la notion de p-valeur en elle-même, ça va, c'est juste l'application ici qui est plus... Qui est compliquée. Je sais pas. Oui. Ouais. Oui, parce que plus haut, j'ai écrit que c'était la probabilité de l'hypothèse nulle, mais c'était pour rire, en fait. J'avais pas vu, heureusement. Ouais. Mais, ok. Mais oui, c'est pas évident. Mais donc, ce qu'il faut comprendre, je vais peut-être essayer de moins insister, parce que c'est vrai que je suis toujours à fond dans les démonstrations mathématiques, mais je suis pas sûre que ça vous intéresse vraiment. Donc, je vais peut-être me contenter de l'interprétation et pas essayer d'entrer dans trop de détails. Et simplement, il faut constater que là où la valeur du toast vaudra exactement 1, eh bien, la p-valeur, elle pourra varier entre 0 exclu et 0.025. Donc, à chaque fois que j'aurai un toast qui aura une valeur strictement égale à 1, ça veut dire que j'aurai une p-valeur qui sera inférieure ou égale à 0.025. Ok? Et donc, ça permet de tirer exactement les mêmes conclusions que les conclusions qu'on tire avec une p-valeur inférieure à 0.025. Ça va? Donc, je vais retenir la leçon. Je vais pas entrer dans le détail pour cette troisième explication, parce que j'ai pas envie de tout à fait vous larguer, surtout qu'il est déjà moins que j'ai parlé plus longtemps que ce que je pensais. Et donc, je vais me contenter de vous dire qu'en fait, ici, le problème, c'est... donc, on est dans une situation
ou l'intervalle de confiance. Bon, je ne vais même pas dire ça, je vais juste vous dire qu'en fait, à chaque fois que j'ai une valeur de toast qui vaut exactement 0, une valeur de SGPV qui vaut exactement 0, je suis dans une situation où ma p-valeur de mon toast sera comprise entre 0.975 et 1. Et donc, de nouveau, si lui dit qu'une valeur de SGPV vaut exactement 0 permet de statuer en faveur de l'hypothèse alternative, eh bien moi je vous dis que ça correspond exactement à avoir une p-valeur qui est inférieure ou égale à 0.025. Ça ne permet de tirer ni plus ni moins de conclusion qu'une p-valeur de 0.025. Ça va? Donc si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Et donc la conclusion de tout ce truc qui avait l'air compliqué, c'est le fait qu'en fait, il y a toute une gamme de valeurs. Donc ici, je représente le SGPV sur l'axe des X et le toast équivalent sur l'axe des Y. Et on constate qu'il y a deux zones, ici, qui sont représentées par des barres verticales, qui sont en fait des zones où la valeur du SGPV, elle sera stable, elle sera toujours là, elle sera toujours 1 ici et toujours 0 ici. Bon, pardon, c'est le contraire, elle vaudra toujours 0 ici et toujours 1 ici, alors que la p-valeur du toast, elle va continuer à varier. Donc, non seulement le SGPV ne permet pas de faire plus que le toast, mais en plus, il ne permet pas de discriminer aussi bien que ne le ferait le toast. Donc, c'est clairement pas en faveur du SGPV. Et je pense que je vais passer la partie sur les intervalles asymétriques, puisque j'ai parlé beaucoup plus que ce que je croyais. Mais je vais quand même conclure sur le fait que l'interprétation du SGPV liée à la correction est aussi très problématique. Parce que lui, il considère qu'il faut faire une correction à partir du moment où l'intervalle de confiance I est au moins 2 fois plus grand que la zone d'équivalence. Alors qu'en fait, il y a toute une série de valeurs où l'intervalle de confiance est suffisamment grand pour être plus grand que la zone d'équivalence et chevaucher les deux extrémités de la zone d'équivalence, mais où aucune correction n'est appliquée parce que malheureusement, il s'avère que je n'atteins pas les 2 fois la taille de l'intervalle de confiance. Et donc, ça m'amène à toute une série de situations, comme je vais vous l'illustrer ici à travers ma petite application Shiny, où je vais avoir... on va remettre une différence comme on l'avait fait au départ, où je vais avoir un problème, parce qu'en fait, comme la correction n'est pas appliquée, donc je vais agrandir ici mon intervalle de confiance, je vais faire en sorte que la zone d'équivalence soit plus petite que l'intervalle de confiance, mais moins que 2 fois plus petite. Et là, on voit bien qu'on a un réel problème, parce que la correction n'est pas appliquée. Décidément, j'ai un petit souci. Ah, j'ai compris pourquoi ça ne va pas. C'est à cause de ça. Voilà. Voilà, j'y suis enfin. Excusez-moi, je me suis trompée dans la valeur. Ça va amener toute une série de situations où la correction ne sera pas appliquée et où donc je ne vais pas ramener la valeur du SGPV à 0.5, ce qui m'amènerait à conclure à une indétermination comme il le faudrait, mais il va y avoir une stagnation à une valeur qui sera malheureusement plus haute que 0.5 et qui donc donnera l'illusion d'un soutien en faveur de l'hypothèse nulle, alors qu'en fait, on est clairement dans un cas de pure indétermination. Et donc, on voit bien qu'il y a des grosses failles à sa correction. Voilà, je pense que je vais me contenter de ça. Je pense que ça suffira largement pour les détails concrets. Et plutôt que de passer à l'intervalle asymétrique, je pense que c'est peut-être plus intéressant pour vous d'utiliser le quart d'heure qui reste pour essayer de discuter justement de comment est-ce qu'on peut définir les bornes de l'intervalle de confiance. Voilà. Comme ça, on aura une petite discussion de 10 minutes quand même. Olivier, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... bah oui, allons-y. Allons-y. Voilà. Donc, si vous avez... Enfin, vous pouvez soit prendre directement la parole, soit lever la main. Il y a une option dans la barre là, de contrôle pour lever la main. Donc, ça permet de donner la parole dans l'ordre. Voilà, il y a Cédric qui a une question. Du coup, je me permets de prendre la parole. Merci beaucoup pour la présentation qui était très limpide malgré la difficulté de l'exercice. J'ai une question qui va peut-être être une question de niche parce que j'ai eu un peu de temps pour digérer les tests d'équivalence et du coup, sens-toi absolument libre pour balayer en touche et voilà. J'ai une question en fait qui pose spécifiquement sur l'utilisation du préenregistrement et l'utilisation des tests d'équivalence, les deux combinés. De manière générale, j'utilise le préenregistrement de sorte à me contraindre mes degrés de liberté, de sorte à pouvoir faire des tests de mes hypothèses
qui sont des tests plus stricts, plus rigoureux, etc. Et du coup, avoir un peu plus de valeur à ce que je ressors à la fin. Et il y a certains cas de figure, en fait, où je m'intéresse à tester les prédictions de 2 modèles théoriques. Un modèle qui va prédire une absence d'effet, ce que je pourrais tester avec un test d'équivalence, et un autre qui va me permettre où la prédiction sera l'existence d'un effet. J'ai toujours des difficultés dans les moments où je dois constituer mon préenregistrement au moment où je suis dans ce genre de cas de figure, parce que je ne sais pas si je peux me permettre de faire des choses du type s'il y a ça, alors je ferai un test d'équivalence, et puis sinon je ferai un test classique de mon hypothèse avec des stats inférentielles, etc. Et du coup, je suis curieux de quel est ton point de vue là-dessus, du point de vue de la question, sachant que c'est encore une fois peut-être une question de niche, et peut-être que ça vaut le coup de la balayer et prendre un autre moment pour répondre à ça. Justement, je pense que c'est une application concrète qui peut être très intéressante. Mais donc, quand tu me dis s'il y a ça, je ferai un test d'équivalence, et s'il y a ça, je ferai un test classique, tu penses à quoi à travers ton si? Tu parles de manière très générale ou tu as une idée concrète en tête? Disons que alors les moments où j'ai été confronté, en fait, je me suis restreint de préenregistrer un test d'équivalence. Et en préenregistrant du coup une différence entre mes 2 conditions pour faire vraiment dans le très simple, en me disant que si jamais j'avais pas de différence significative, alors je ferais un test d'équivalence avec des valeurs de seuil qui seraient fixées en fonction de ma taille d'échantillon, de sorte à avoir 80% de puissance. Mais ça a été ma réponse pragmatique, et je ne sais pas s'il y a de meilleures pratiques de recherche. Concrètement, moi j'ai tendance à penser que de toute façon, le préenregistrement n'empêche pas l'exploration. Et là, typiquement, tu es juste en train d'annoncer à l'avance que si jamais tu n'arrives pas à confirmer ce que tu veux montrer, tu vas partir dans une logique exploratoire. Je ne vois pas en quoi c'est un problème, personnellement. Maintenant, je ne sais pas si tout le monde a le même point de vue, mais enfin voilà, je ne vois pas en quoi ce serait un problème de faire ça. Maintenant, ça dépend aussi peut-être de la manière dont tu as défini tes bornes d'équivalence et du critère que tu as utilisé pour ça. Si tu l'as défini de manière tout à fait arbitraire, c'est peut-être moins valable que si tu as vraiment utilisé un procédé concret et que tu sais expliquer à travers ton préenregistrement ce que tu as utilisé comme stratégie pour faire ça. D'accord. Okay. Et même concrètement, si jamais tu n'arrives pas à démontrer l'équivalence et qu'après tu fais ton test classique, traditionnel, il faut encore que tu puisses expliquer pourquoi ça aurait un intérêt de faire ça. Si le but est juste d'avoir un rejet de l'hypothèse nulle et faire plaisir aux reviewers, je ne sais pas si c'est vraiment... c'est concrètement valable, mais est-ce que c'est réellement intéressant pour toi? Ça, je ne sais pas. D'accord. Dans un monde idéal, du coup, si jamais je voulais m'intéresser à départager 2 modèles, je pourrais faire 2 gammes de tests, chacune avec l'endroit qui correspond à la prédiction du modèle. L'endroit qui correspond à la prédiction du modèle. Tu veux dire regarder tes données et définir les bornes après? Je veux dire qu'un modèle prédit 0 et autour de 0, et un modèle qui prédit 0,8 en D de Cohen et autour de 0,8, par exemple. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Je te remercie en tout cas, pour la réponse à ta question. Olivier souligne qu'il y a un package test. Il y a aussi un module Jamovi. Si vous ne connaissez pas encore Jamovi, je vous conseille très très largement d'utiliser cet outil, qui en gros est beaucoup plus intuitif qu'SPSS, qui est gratuit et qui permet de faire des choses beaucoup plus intéressantes. Et en fait, je vous montre en 2 secondes que le toaster ici, c'est le fameux toast dont je vous ai parlé. C'est excessivement simple d'usage. Il suffit de définir le test qui vous intéresse, de spécifier VI et VD. Je vais montrer tout de suite avec une petite illustration. Vous n'avez qu'à définir les bornes de votre zone d'équivalence, le risque alpha que vous voulez utiliser, et vous avez tous les résultats qui apparaissent. Donc, ça n'implique vraiment pas des manipulations compliquées. Si vous savez faire un test T, vous savez aussi faire ça. Et voilà, ça... Tu me partages plus ton écran. Je partage toujours mon écran. Ah, je partage plus mon écran. Tu ne le partages plus. Forcément. J'ai mis le lien dans la conversation pour le module Jamovi et le package. Voilà. Donc, en fait, il y a un module qu'on peut télécharger ici dans Jamovi. Il y a plein de modules disponibles et il y a le fameux toaster. Et quand vous êtes dedans, vous voyez qu'en fait, il nous explique pour quel type de test le test d'équivalence a été implémenté. Pour reprendre l'exemple du One Sample T-Test, il est ici. Je vais faire glisser ce qui correspond à ma VD. Je vais spécifier ce qui est mon hypothèse nulle. On va dire par exemple 0.5. Et après, on n'a qu'à définir ce qu'on veut utiliser comme borne d'équivalence. Donc ici, moi, par exemple, je vais mettre -0.4, je vais mettre 0.4 et 0.6, mais vous mettez ce que vous voulez en fonction de ce qui vous intéresse. Vous spécifiez le risque alpha et ça suffit pour que le logiciel vous sorte non seulement le test T classique, qui compare donc
la moyenne observée à l'absence totale d'effet. Et vous avez aussi les 2 tests du toast que dont je vous parlerai tout à l'heure. Et c'est même encore plus simple si vous êtes des usagers de R, parce que là, dans le package toaster, non seulement il y a les résultats que je viens de vous montrer dans Jamovi, mais en plus, il y a une petite phrase qui vous permet de conclure avec les normes épillées déjà toutes faites. Donc vous avez déjà la conclusion de votre test qui est notée en toute phrase dans le package, quoi. Donc vraiment, je vous invite à utiliser ce genre de choses. Le problème de Jamovi étant la difficulté qu'il représente pour garder une syntaxe de création de variables. Non, il y a moyen d'avoir la syntaxe de création de variables dans Jamovi. Alors, je suis d'accord que c'est moins simple que dans R, mais ceci dit, il suffit de cocher ici l'option syntaxe mode, et vous avez la syntaxe qui a été utilisée qui apparaît et que vous savez copier-coller n'importe où. Alors, j'ai mal compris la question, peut-être. Mais pour créer des variables... Ah oui, pour la création de variables. Oui, là, effectivement, je ne sais pas si c'est possible. J'avoue que je n'ai jamais regardé. C'est possible. Je pourrais faire le test. Oui, effectivement, il propose le menu transform. Je ne crois pas qu'il y ait possibilité d'enregistrer la syntaxe. Ouais. Après, quand je propose Jamovi, ce n'est pas en alternative aux personnes qui utilisent R, c'est plutôt en alternative aux personnes qui utilisent SPSS, qui est un logiciel qui est payant et que je trouve vraiment pas optimal du tout parce que beaucoup moins bien mis à jour que Jamovi, qui est en plus Open Science, qui pour moi est un atout de taille. Donc voilà. Il y a une transparence absolue avec ce logiciel. D'ailleurs, dès qu'on a le moins de problèmes avec la conception, il y a un forum, on peut expliquer le problème, le concepteur répond en général dans les jours à venir, voire dans les heures à venir. Donc ça, c'est quand même un énorme avantage aussi par rapport à SPSS. Je vois qu'Yuri a une question. Moi, j'avais une question du coup. J'imagine que les bornes que tu vas choisir, ça dépend de chaque question de recherche. Mais je me demandais comment est-ce que tu t'y prends en gros pour définir ces bornes. Et aussi si c'était toujours asymétrique, pas toujours symétrique, et si oui ou non, pourquoi. Ça ne doit pas forcément être symétrique. Tu peux vraiment mettre ce que tu veux comme borne. Et comment est-ce qu'on s'y prend? Il y a plusieurs stratégies. Donc, si tu as la chance de travailler sur un sujet qui a beaucoup été étudié dans le passé, tu peux te baser sur des méta-analyses pour définir vraiment des valeurs concrètes pour tes bornes. C'est loin d'être toujours le cas, malheureusement. Donc, c'est souvent beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est pour ça, on peut aussi utiliser des cut-offs qui existent. Hein. Par exemple, si tu utilises le R, te dire je prends 0.3 et moins 0.3 parce que c'est les bornes qu'on considère généralement comme un effet moyen. Moi, comme tu l'auras compris, je ne suis pas du tout pour cette stratégie. Par contre, je parlais tout à l'heure aussi des tests, des analyses de, je ne sais pas comment ça se dit en français, mais sensitivity analysis, qui sont disponibles dans GPower et qui permettent très facilement de déterminer, compte tenu de moi, ce que j'ai comme échantillon, quel effet je pourrais détecter en étant sûr d'avoir une puissance suffisante. Et donc, ça peut aussi être un critère qui va te permettre de définir tes bornes. Je te montre ici rapidement pour un test T pour échantillon indépendant, de nouveau, hein, pour faire simple. Je vais aller dans le menu Sensitivity, ici, et tu vois, c'est vraiment quelle est la taille d'effet requise pour s'assurer un risque alpha, une puissance, et compte tenu de la taille d'échantillon dont on dispose. Et donc, à ce moment-là, disons par exemple que je garde tous les critères qui sont définis ici, je vois que si je suis dans ce contexte-ci, je vais pouvoir définir avec une puissance de 95% une taille d'effet à partir de 0.66. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de définir un intervalle d'équivalence avec des bornes plus petites que moins 0.66, puisque tu ne seras pas capable de les détecter avec une puissance suffisante compte tenu de ton échantillon. Ok. Et aussi, parfois, c'est même beaucoup plus simple que ça. Je vais prendre un autre exemple. Imagine que tu compares dans 2 groupes le nombre d'années d'études qui sont terminées. Donc, forcément, soit tu fais 5 ans, soit tu fais 6 ans, soit tu fais 7 ans, mais on compte les années terminées. Donc, forcément, l'intervalle est d'office en 1 an. D'accord? Tu me suis? Ouais. Eh bien, à ce moment-là, si tu observes une différence de moyenne entre 2 groupes, que dans un groupe tu as 5.3 et que dans l'autre tu as 5.1, si tu as plein de sujets, peut-être que ce sera significatif, mais concrètement, ça n'a pas d'intérêt une telle différence, puisqu'on compte en années. Donc l'intervalle naturel, c'est 1 an. Et donc ça, c'est un critère qui pourrait t'amener à définir des bornes du style +1, -1 pour ta zone d'équivalence. Habile. Pas forcément toujours aller chercher des explications statistiques ultra complexes. Parfois, c'est tout à fait naturel, en fait, la création des bornes. Marie, là, il est 14h et je me suis promis de respecter l'horaire.
Donc, je voulais peut-être, est-ce que tout le monde serait d'accord d'ouvrir son micro pour applaudir Marie et la remercier, parce que vraiment, c'était super. Hein. Marie. Je tenais quand même à dire que je vous aime tous bien. Si jamais c'était réciproque, j'en suis vraiment désolée. Non, c'était Voilà. super. Tout le monde a vraiment apprécié. Enfin, j'ose le postuler. Je le vois au visage ravi qui m'entoure. Mais donc... Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, en tout cas, à revenir vers moi. Donc, voilà. Donc, on va s'arrêter là. Donc, c'était vraiment chouette d'avoir aussi une audience si large. Donc, tout le monde est bienvenu à nos séminaires, à peu près. Je veux dire, tous nos séminaires, à peu près, sont publics. Et quand ils ne le sont pas, de toute façon, vous n'êtes pas au courant. Donc, voilà, c'était vraiment chouette. Bon après-midi à tout le monde. Et par ailleurs, j'ai enregistré ça. Donc, si quelqu'un veut l'enregistrement et je pense que Marie est d'accord, je peux le transmettre. Je vais peut-être le mettre sur YouTube avec lien caché. Ce sera peut-être le plus facile pour le partager. Moi, comme je le disais, je suis assez axée Open Science, donc même si tu le mets en public sur YouTube, j'y vois pas d'inconvénient. Ok, super. Et j'ai mis mon adresse mail ici, donc si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à revenir vers moi. Ok, génial. Eh ben, bon après-midi tout le monde et à la prochaine. Et Kenzo, je suis à toi parce que tu m'as envoyé un message. Voilà. Au revoir. Bonne journée.